Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce Face à vous. Nous allons aborder les semences et le biocontrôle. Quelle perspective pour l'agriculture de demain? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Clément. Bonjour. Vous êtes vice-président délégué à la recherche de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, pour démarrer, j'aimerais bien que vous nous définissiez le biocontrôle de telle manière à ce que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Alors, écoutez, c'est très simple. Il y a une définition maintenant nationale qui a été arrêtée par le ministère de l'Agriculture. Et le biocontrôle, il s'agit d'un ensemble de méthodes de protection des végétaux, méthodes de protection qui sont basées sur l'utilisation de mécanismes naturels. Et donc, parmi ces mécanismes naturels, pour aller un peu plus loin et puis préciser en quelques mots la définition, il y a moyen d'utiliser 4 sources de mécanismes naturels de la manière suivante. Donc, les premiers, ce sont les macro-organismes. On va prendre un exemple. C'est l'utilisation des coccinelles qui dévorent les pucerons, qui sont eux-mêmes vecteurs de maladies potentielles pour les plantes. Et donc, le fait d'utiliser des coccinelles permet, de manière naturelle, sans aucun pesticide d'origine chimique, de supprimer les vecteurs de la maladie. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple sur lequel nous travaillons à l'Université de Reims, ce sont les micro-organismes qu'on peut utiliser et qui ont des propriétés de stimulation de l'immunité des plantes ou d'activité antifongique directe. La troisième possibilité, c'est d'utiliser des médiateurs chimiques, mais d'origine naturelle, bien évidemment, qui ne sont pas toxiques pour l'environnement. C'est le cas des phéromones. Alors, qu'est-ce que c'est que les phéromones? Ce sont des hormones des insectes. C'est ce qu'on utilise dans le contexte de la confusion sexuelle. C'est-à-dire que on utilise des molécules qui vont attirer les mâles d'une espèce et puis les piéger de façon à éviter la reproduction des vecteurs des insectes vecteurs de maladies. Et puis, le dernier mécanisme qui est mobilisé dans le contexte du biocontrôle, ce sont les substances d'origine naturelle, qui sont là encore non toxiques pour l'environnement et qui vont avoir un effet un effet antifongique ou antiparasite en tout cas, ou un effet stimulateur de l'immunité des plantes. Alors, merci pour ce rappel de définition. Notre thématique, ce sont les semences. En quoi le biocontrôle concerne-t-il les semences ? Eh bien, parce que on peut utiliser ces 4 approches de biocontrôle avec différents stades de développement et de croissance de la plante, y compris au niveau des semences. Et si on prend le cas des bactéries, par exemple, il est possible d'associer un certain nombre de semences qui vont être enrobées et d'associer au moment de l'enrobage des micro-organismes de biocontrôle qui vont avoir un effet positif sur le développement, pour protéger la plante contre les maladies fongiques ou autres, ou bactériennes ou virales qui peuvent les attaquer. Donc là, le biocontrôle intervient en amont, donc sur les plantations. Et alors, est-ce qu'on peut parler d'agriculture durable ? Alors, bien évidemment, c'est dans le contexte des développements durables. L'objectif est de substituer la plus grande partie possible des pesticides traditionnels d'origine chimique qui ont des activités, qui sont délétères vis-à-vis de l'environnement, et de les remplacer partiellement pour l'instant, avec comme objectif de les remplacer le plus intégralement possible. Donc, d'utiliser ces techniques de biocontrôle. Alors, quand on voit, donc, on travaille donc sur ces semences enrobées, qu'est-ce que l'on peut dire en matière de protection concernant le biocontrôle et les semences? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, ça va apporter, on va dire, des capacités de protection qui n'existent pas dans la plante ou qui existent mais qui ne sont pas mobilisées suffisamment rapidement. En clair, quand une plante est sensible à une maladie, c'est que la maladie va plus vite que l'immunité de la plante. On ne le sait pas toujours, mais la plante possède une immunité et est capable de se défendre contre les maladies, contre les parasites qui l'attaquent. Et bien, dans un certain nombre de cas, elle est capable de résister
Vous prenez une vigne, par exemple, une vigne n'est jamais sensible à la fusariose. C'est pas qu'elle n'est pas attaquée par la fusariose, mais elle possède une immunité efficace contre cette maladie. En revanche, contre botrytis, contre mildiou, eh bien, elle va être sensible parce que la maladie va aller plus vite et se développer plus vite à l'intérieur de la plante que la plante ne réagit et ne met en place son immunité spécifique sur cette maladie. Et donc, on est effectivement sur du préventif quand on utilise du biocontrôle, mais le fait d'associer les semences avec des agents de biocontrôle, donc parmi tous ceux que j'ai cités là, va nous permettre finalement de préparer la plante et dès l'étape de la semence pour lutter contre ces maladies. Alors c'est particulièrement vrai pour les bactéries et les semences. Pourquoi ? Parce que bien souvent les bactéries qu'on peut utiliser comme agent de biocontrôle sont des bactéries qui vont être associées soit en surface des feuilles, donc qui vont pouvoir, dès la germination de la semence, pouvoir coloniser la surface de la feuille sans que ce soit de manière pathogène, mais de manière bénéfique, ou bien ce sont des bactéries qui vont être associées avec les racines de la plante, et dans la mesure où elles sont présentes au niveau de la semence, elles vont pouvoir tout de suite coloniser et être présentes au niveau de la racine, quand la racine va germer, qui est le premier élément de germination de la semence. Donc on le comprend sur le côté insectes et protection, sur le côté sécheresse, température, est-ce qu'il y a des impacts aussi? Est-ce que ça influe quelque part? Alors ça peut jouer. Dans ce cas-là, on est plus fort. Enfin, on va être sur du biocontrôle, la protection contre les éléments climatiques, ce qu'on appelle les facteurs abiotiques. Et je vais prendre un exemple, c'est la déshydratation. Un certain nombre de bactéries qui sont utilisées ou testées ou développées à l'heure actuelle dans un contexte de protection de la plante contre la déshydratation sont des bactéries qui vont synthétiser du gel. Donc des molécules qui vont donner autour de la racine, qui vont produire une espèce de gel qui va stocker l'eau pendant un temps un peu plus long que si la bactérie n'est pas là, et donc qui va constituer quelque part une réserve d'eau pour la racine de la plante et donc lui permettre de résister plus longtemps à une étape de sécheresse. Et alors là on parle vous avez évoqué un terme, est-ce que vous pouvez le préciser, stress abiotique? Alors les stress abiotiques, on a deux types de stress qui vont affecter les plantes dans ce contexte-là. Ce sont les stress biotiques, donc qui sont des stress biologiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les pathogènes, les champignons, les bactéries pathogènes et les virus. Et puis les stress abiotiques sont les stress dans l'environnement général, c'est température, sécheresse principalement, qui sont concernés, enfin qui affectent les cultures sous nos latitudes. Alors, est-ce que dans toutes ces compréhensions, est-ce que le biocontrôle s'adresse aussi aux cultures bio, à l'agriculture conventionnelle? Est-ce qu'on doit faire le distinguo? Alors, d'un point de vue réglementaire, la culture bio, c'est très clairement défini. Voilà, donc les éléments les traitements de biocontrôle ne rentrent pas sous le label bio pour l'instant, d'un point de vue réglementaire. Et sur la culture traditionnelle, c'est plus sur de l'approche de traitement chimique que par des mécanismes naturels. Mais il ne faut pas confondre contrôle et bio en termes réglementaires. Le biocontrôle, c'est certes une approche biologique, puisque on utilise des mécanismes naturels. En revanche, le label bio correspond à un cahier des charges particulièrement bien défini qui permet d'utiliser du cuivre à une certaine dose. On est à 4 kg par hectare de cuivre pur à l'heure actuelle pour avoir l'appellation bio. Et le biocontrôle ne rentre pas dans le cahier des charges du bio en termes réglementaires. D'accord. Ce qui amène un certain nombre de confusions d'ailleurs. C'est pour ça que c'est pas mal de le préciser. J'ai une question aujourd'hui, on aborde la question de la souveraineté et des différences juridiques entre les traitements en France et en Europe et voire à l'international. Donc, est-ce qu'on a une notion de cohérence? Qu'en est-il aujourd'hui sur ces aspects? Alors, je ne suis pas juriste, donc mes propos sont à prendre avec beaucoup de précautions. En revanche, nos travaux de recherche ont
on fait en sorte de la valoriser, bien sûr, et puis d'aller sur des produits commercialisables. Hein. Et là, en termes de réglementation, on est associé, on est en partenariat avec des partenaires, avec des industries du phytosanitaire, et c'est extrêmement compliqué en termes de réglementation. C'était à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Les réglementations ne sont pas les mêmes. D'un pays à l'autre, même dans l'Europe, les réglementations ne sont pas les mêmes, ne serait-ce que pour aller sur l'homologation d'un produit, qui soit biocontrôle ou autre. Pour ce qui concerne le contrôle, je dirais la science progresse plus vite que la juridiction, et il y a encore un certain nombre de points ou de vides juridiques, clairement, sur ces produits-là. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'incohérences sur les appellations, dans le sens où, au-delà du biocontrôle des maladies ou des effets des stress, il y a un certain nombre d'agents de biocontrôle qui peuvent être utilisés dans ce contexte de protection des plantes, qui ont également un effet stimulateur de la croissance de la plante. Et donc, on peut également utiliser comme biostimulant, sans pour autant utiliser de produits chimiques, enfin en tout cas nocifs pour l'environnement, et qui vont permettre de favoriser la croissance de la plante sans aucune autre forme de procès, sans environnement particulier. Et bien dans la réglementation française au moins, quand vous utilisez ce type de produit, quand vous allez à l'homologation, vous pouvez revendiquer la propriété de biostimulant, mais si vous revendiquez pour un produit, pour une bactérie par exemple, la propriété de biostimulant, vous ne pouvez plus l'utiliser pour du biocontrôle des maladies. Ce qui est dommageable parce que un même produit de biocontrôle peut avoir des effets aussi bien de protection contre les maladies que des propriétés de biostimulation. Et on sait très bien que, dans l'état actuel des choses, un des enjeux du XXIe siècle pour l'agriculture, c'est d'augmenter de 70% la production sur une surface de terre arable à l'échelle de la planète qui est globalement identique. Donc voilà, c'est un vrai problème, ce type de mesure ou ce type de loi, parce que ça empêche finalement de valoriser complètement ce qui pourrait l'être en termes d'agriculture durable. Est-ce qu'on peut dire que la France est en pointe sur ce sujet de biocontrôle ? Oui, la France est plutôt bien placée, avec une augmentation de l'utilisation des produits de biocontrôle sur la partie commerciale pure et dure, et puis sur la partie recherche académique. Voilà, les labos français font partie des labos qui sont en pointe effectivement. Et puis il y a aussi et surtout une prise de conscience nationale de l'importance de cette technologie, et avec un consortium biocontrôle qui a été créé par l'INRAE à la demande du ministère de l'Agriculture pour justement coordonner les activités de recherche amont en lien avec le biocontrôle, qui regroupe une centaine de laboratoires publics et d'industries du privé, et qui a pour objectif justement de transférer ces technologies, de continuer le travail de recherche amont, mais aussi de contribuer à transférer ces technologies depuis les conditions contrôlées qu'on peut avoir en laboratoire aux conditions de champs ou de vignobles qu'on va trouver dans les exploitations. Il nous reste encore 2 minutes. J'ai une dernière question. Quelles sont, selon vous, les limites et les perspectives de cette filière des semences avec le biocontrôle ? Alors, les perspectives, elles sont nombreuses parce que rien que si on focalise sur les micro-organismes, on est loin d'avoir exploité tous les micro-organismes. On appelle ça le microbiome qui existe dans la nature, c'est-à-dire que chaque plante, en fait chaque être vivant est entouré d'un cortège de micro-organismes plus ou moins bénéfiques, et on est loin de tout connaître sur cet aspect-là. Donc il y a encore énormément de perspectives. Le champ d'application, le terrain de jeu en termes de recherche est vraiment extrêmement important, et il y a des limites à notre connaissance pour l'instant de l'effet de ces organismes-là sur la plante. Alors il y a plusieurs limites qui se posent. Il y a par exemple l'interaction possible de la présence de ces bactéries avec le produit fini. Je prends l'exemple de la vigne. De la vigne, on sait protéger la vigne contre certaines maladies en l'associant avec des bactéries qui vont pénétrer à l'intérieur de la plante et puis diffuser dans la fleur et se retrouver dans le raisin et dans le jus de raisin. Et donc ces micro-organismes de biocontrôle permettent certes de protéger la vigne contre les maladies, mais on ne sait pas encore, c'est encore en phase de test, mais on ne sait pas encore si ces micro-organismes-là ne vont pas être concurrentiels des micro-organismes fermentaires qui font le vin et la qualité du vin. Ça, c'est des choses qui doivent être vérifiées. Ça paraît tout bête, mais voilà,
ça fait partie des limites potentielles. Et donc, je prends l'exemple du raisin, hein, mais ça peut être aussi sur n'importe quel produit fini. L'autre point, c'est les effets sur le long terme, c'est-à-dire que sur les plantes pérennes notamment, lorsqu'une plante est stimulée dans sa croissance ou dans ses immunités, le fait de stimuler ces métabolismes-là prend de l'énergie à la plante, énergie qu'elle ne peut pas mettre dans le rendement, et il y a des choses qui doivent encore être vérifiées sur le fait de garder une production qui soit, on va dire, rentable pour l'agriculteur, parce que si on protège la plante mais que le rendement baisse, on ne va pas forcément améliorer ni la production ni la vie de l'agriculteur. Et puis le dernier point, il y a plusieurs limites, hein, il y a encore pas mal de choses à développer, c'est le temps de protection. Quand on utilise une solution de biocontrôle, on travaille en amont, on ne travaille pas comme avec un pesticide chimique une fois que la maladie est là, mais on prévoit, on est en prévisionnel. Et on ne sait pas combien de temps, dans beaucoup de cas de produits de biocontrôle, on ne connaît pas la durée de la protection dans les conditions du champ qui peuvent être très différentes des conditions de laboratoire. Donc il y a encore tout un travail à faire. Il y a déjà des produits de biocontrôle qui sont utilisés et qui sont efficaces, que ce soit sur semences ou sur une plante plus développée. Mais il y a encore pas mal de points techniques à optimiser et à transférer depuis les laboratoires jusqu'aux exploitations. Donc il y a encore du travail, mais il y a beaucoup de travail amont qui se fait dans les labos de recherche, publics et privés. On le voit bien, c'est un sujet qui est très vaste. Merci beaucoup Christophe Clément de nous en avoir parlé de façon aussi courte. Pour retrouver toutes les vidéos, vous allez sur le site de villagesemence.fr et vous aurez le plaisir de réécouter celle-ci et les autres. À demain pour une nouvelle émission.